Il était une fois l'histoire d'Antoine Duchâteau, un ingénieur commercial à la carrière internationale brillante qui cochait toutes les cases du succès. Entrepreneur parvenu à vendre son entreprise dans d'excellentes conditions, fondateur de son propre family office aux activités diversifiées, investisseur aux multiples succès et même ambassadeur WVF Belgique. Bienvenue sur Once Upon a Business, le podcast qui explore les stratégies business et les retours d'expérience des experts financiers. Je m'appelle Marianne et j'anime cet épisode pour Once Upon a Business, un podcast créé par Emmasphere, plateforme SaaS de reporting pour les financiers. Avec ce podcast, nous vous proposons un condensé des parcours de femmes et d'hommes qui osent. Apprentissage, conseils et même morale de leur histoire, si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez tout. Bonjour Antoine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Once Upon a Business. Alors, comme tu l'as entendu, j'ai commencé à te présenter sur la base des informations que j'ai trouvées sur toi au préalable de cet entretien. Comment est-ce que tu te présenterais ? Oui, je ne dirais pas que j'ai été entrepreneur depuis la sortie de l'université. La première partie, sortant de l'université, bon d'abord j'ai dû aller à l'armée, donc il y a une armée obligatoire en Belgique. J'ai une carrière assez traditionnelle, donc au départ, à 23 ans, je n'avais pas du tout en tête de commencer une start-up. Donc on est dans les années 80 à peu près, 1980 précisément, ouais, 80-81. Et donc quand on sort de l'UNIF à ce moment-là, on travaille pour des grands groupes habituellement. Il y a le concept de start-up, c'est venu plus tard. Ah, c'était pas à la mode à cette époque-là. Non, pas à la mode, ou en tout cas pas en techno. Et même dans les autres domaines, c'était quand même relativement rare. La plupart des gens qui sortaient d'ingénieur commercial, ils partaient sur des bureaux comptables, des boîtes d'audit, ou comme moi, IBM, qui embauchait beaucoup à l'époque. Donc c'était ça un petit peu la traditionnelle. Moi, je suis parti, j'ai commencé de façon très traditionnelle, comme tout le monde. Je ne me sentais pas à ma place. Or, à l'époque, quitter IBM, c'était un crime de lèse-majesté. On ne quittait pas IBM. Et IBM ne virait pas d'ailleurs. Il n'y avait pas de... À l'époque, c'était une histoire à vie. On commençait à IBM, on y restait. Mais, alors pardon, mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Tu te sentais pas à ta place chez IBM. C'était compliqué de sortir et pourtant... Tu t'es dit, ok, je le fais. Qu'est-ce qui t'a motivé ? Comment tu... Ah ben, je ne le savais pas en commençant. Oui, bien sûr. Donc moi, je n'avais pas de vue sur moi-même où j'allais être confortable. Ce qui est arrivé rapidement, d'abord, il y a eu la période de formation, qui était de toute première qualité. J'ai été embauché du côté commercial, donc on apprenait à vendre des tas de choses qu'on n'apprenait pas à l'université. Ça a été top. Mais ensuite, une fois qu'on passe dans le job lui-même, on travaille sur des immenses plateaux et donc c'est du management assez général, assez anonyme. Alors c'est peut-être ça qui explique aussi les choses. J'ai eu un patron que je trouvais pas très agréable et démissionner d'IBM, c'était pas courant. Et alors là, je suis passé sur une entreprise plus petite, même beaucoup plus petite. C'était une société anglaise, donc j'étais à Bruxelles, je suis parti au Luxembourg. Et ça, alors là, je suis rentré dans le monde du logiciel par chance. Moi, mon monde, c'est le software, c'est pas du tout comme ça que c'est arrivé. Il faut un peu de chance et de coïncidence favorable. Et voilà, je suis rentré dans une boîte de soft anglaise. Je suis resté 1 an au Luxembourg, puis je suis parti en Angleterre. Et je suis rentré, on était moins de 100, et c'était une société dans le secteur bancaire. Autre coïncidence, secteur bancaire. On vendait, c'était vraiment dans les années 80, c'était la croissance importante du système bancaire et toutes les banques dans le monde ouvraient des filiales, des succursales à travers le monde. C'était le début du réseau des banques. Au départ, les banques étaient locales, elles couvraient leur marché local, retail, crédit aux entreprises, le truc traditionnel. Et puis, elles ont commencé à se lancer dans des opérations de salle de marché. Et voilà, la plupart des grosses banques dans le monde ont fait ça. Et cette société anglaise a pris, à partir des années 80, un leadership mondial. Ça a devenu une grosse boîte. Moi, je devais être dans le numéro 80 et elle est montée à 1500 personnes en 6-7 ans. Ok, c'est faramineux comme changement. Tu as dû apprendre plein de choses. J'ai appris plein de choses. Donc, j'ai été le début un peu de la place de la City. C'était la rentrée de l'Angleterre dans le marché commun.
dans l'Europe, etc. Donc il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ce pays-là. Et puis retour au Luxembourg, et là je suis alors rentré dans quelque chose d'assez nouveau pour moi, quitter la carrière commerciale et commencer à faire du management. Donc les Anglais m'ont envoyé à Luxembourg, j'étais pratiquement le seul non-anglais. Et puis on m'a dit, bon là, tu vas ouvrir une région au Luxembourg, tu vas créer une région Europe continentale. Donc libre à toi d'aller chercher des clients en Allemagne, en France, en Suisse, etc. Et tu te formes une équipe, on investit. Et donc en 10 ans, c'est devenu une des régions, c'est pas la région, à part l'Angleterre, la plus importante dans le réseau BIS. C'était une très très belle période, très amusante. Et là, j'ai appris le métier de manager. Je n'avais jamais géré des équipes. Et voilà, j'ai appris sur le tas, parce que ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas non plus à l'université. Et puis alors, de patron de la région européenne, je suis devenu numéro 2 et j'ai eu tout le réseau international. Donc j'avais toute la vente mondiale et je suis devenu COO, c'est comme ça que les appelaient, un Chief Operating Officer. Et là, alors, je voyageais 110 jours ouvrables par an. Je faisais 4 fois le tour du monde, une fois par trimestre. Donc, j'étais plus jamais à la maison. Quand je rentrais, je repartais. C'est super intéressant. Et surtout, ce que je note, c'est que tu as quand même pris très tôt dans ta carrière une forme de risque. Tu es passé de chez IBM jusqu'à BIS Banking, si je ne dis pas de bêtises. BIS Banking System, oui. Exactement. Et là, tu avais déjà cet esprit un petit peu intrapreneurial. Tu as lancé ta propre section, c'est quand même pas rien. Oui, c'est vrai, mais comme salarié, sans avoir investi d'argent. Oui, mais c'était plutôt l'entrée dans la confiance en soi. Parce que quand j'ai quitté IBM, j'étais un peu perturbé. Je dis, bon, est-ce que je fais bien de quitter IBM ? Tout le monde me dit que je suis un peu fou. Justement, en boîte qu'on ne quitte pas, etc. Et puis, c'est là où on se forge de la confiance en soi, on se forge un réseau de clients. Donc, je connaissais un paquet de banques. Il y avait 1000 clients dans BIS Banking System. C'était le leader mondial du back-office. Et surtout, comme je disais, on se crée une confiance en soi. Pourquoi ? Mais parce que c'est naturel, on ne sait pas ça au départ. Mais je voyais que les gens qui travaillaient pour moi semblaient heureux, contents, et que je parvenais à créer une bonne ambiance, il y avait très peu de démissions. Et donc ça donne beaucoup de confiance en soi. Donc beaucoup de ces gens devenaient des amis. Alors c'est aussi quelque chose que les gens m'ont un petit peu reproché parfois. Mais enfin, tu es le patron de gens avec qui tu deviens ami, mais ça ne peut pas marcher. Mais je dis oui, ça marche, c'est faisable. Et c'est pas parce qu'on est ami qu'on peut pas se dire les choses en face et les choses qui sont parfois difficiles à entendre. Mais quand même, il faut se forger son style, sa culture, et de nouveau, on le fait à partir de son caractère. On n'y pense pas trop, ça vient relativement seul. Et puis, grâce à ça, et alors, la fin de cette aventure est arrivée parce que cette société s'est fait racheter par une autre. Et c'est une autre boîte anglaise qui était à peu près la même taille, un peu plus grosse. Et je ne sais pas pourquoi ça s'est fait dans ce sens-là. Moi, j'étais pas à ce niveau de direction. Il y avait des actionnaires, donc ça, c'était pas du tout à mon niveau. Donc, mon patron s'est fait écarter, si je me rappelle bien, ça remonte à... Et donc, on m'a mis un autre patron, et cet autre patron a voulu prendre ses marques. Il m'a demandé, écoute, je suis sûr qu'au fil des ans, tu as dû accumuler de la graisse, comme on appelait ça, tout ça en anglais. Et okay. Il m'a dit, il faut que tu réduises les coûts de 10% dans le réseau. J'ai dit, écoute, tu m'étonnes, parce que les chiffres sont très bons, on est en croissance, etc. Dire qu'on accumule de la graisse automatiquement, écoute, je pense qu'on l'a géré au fur et à mesure. Il y a peut-être des choses à améliorer, moi, j'ai pas de problème là-dessus, mais de me demander de me séparer de 10% de gens pour la plupart que j'ai recrutés, ça va pas le faire. Si tu veux gérer comme ça, ben ça sans moi. Et donc j'ai démissionné pratiquement immédiatement, sans rien. J'ai dit, écoute, vous me paierez rien, moi j'ai pas besoin de... je suis honnête, j'avais gagné bien ma vie, j'avais une grosse partie variable, et donc j'avais bien gagné ma vie, mais j'ai refusé tout package de sortie. J'ai dit, écoutez, non, c'est moi qui pars. Vous me donnez 0 francs, dans un mois, je suis parti. Et c'est là où vraiment la notion d'entrepreneuriat est née complètement. J'ai 41 ans, j'ai encore du jus.
Mais par contre, c'est maintenant. Il ne faut plus attendre si on veut commencer une boîte. Et alors, excuse-moi, je te pose 2 secondes avant qu'on ouvre ce chapitre de l'entrepreneuriat de ta vie, qui quand même a occupé une large place. Je remarque quand même que, à la fois lorsque tu étais tout jeune sur le marché du travail, chez IBM et ensuite chez BIS, tu t'es écouté et tu as été capable de prendre des décisions assez courageuses, enfin même courageuses tout court. Comment est-ce que tu es parvenu à te faire suffisamment confiance pour dire non, là j'arrête chez IBM ou je m'en vais de mon propre chef sans indemnité? Alors, j'ai beaucoup parlé de confiance tout à l'heure, c'est grâce à ça. À un moment donné, on a confiance en soi, on n'a pas peur de partir, on a accumulé de l'épargne, on dit je peux tourner pendant un petit temps avec ce que j'ai accumulé, et donc on le fait sans peur. Et c'est ça qui permet de faire cela, plus pendant une dose d'optimisme que j'ai toujours eu. J'ai pas eu peur. Je me suis dit non, mais ça va marcher. Je n'ai jamais pensé que ça allait ne pas marcher. Et donc c'est pour ça. Et je crois que c'est ça le propre de l'entrepreneuriat, c'est de ne pas avoir peur, d'avoir confiance et d'y aller. Et de ne pas même une minute penser à l'échec. Alors, pour se replacer un petit peu dans le contexte, si je te comprends bien, tu avais de l'épargne devant toi et un optimisme à toute épreuve. Et c'est là que tu as lancé Odyssey Financial Technology ? Et voilà. Et donc a commencé l'histoire de Odyssey Financial Technology, OFT. Et donc là, j'ai très vite, la première chose que j'ai fait, c'est former l'équipe de ce qu'on appelle des fondateurs. Et donc j'ai rappelé 5 personnes qui travaillaient pour moi et qui me connaissaient bien dans l'autre entreprise. Et donc j'ai rappelé différentes nationalités. Je crois que sur on était 6 inclus moi, il y avait 5 nationalités différentes et des compétences différentes. Il y avait du marketing, il y avait de la vente, il y avait de la finance, et il y avait des gens qui étaient basés, il y en avait en Asie, si je me rappelle bien. Donc ils ont tous démissionné petit à petit, parce qu'ils n'ont pas tous démissionné. On avait peu d'argent. Quand on a dépendé à l'époque, les 6, on a mis 150 000 euros, je crois. Donc vous étiez en fonds propres. Ah oui. C'est de l'épargne. Chacun a amené son épargne. Et moi, j'en ai amené un peu plus. Ça, c'était aussi une base de départ. C'est que je voulais, mais j'ai été aidé par un des 6 personnes qui était le CFO, qui m'a dit je viens, mais tu gardes le contrôle du château, tu dois garder 51%. Parce que sinon, si ça va partir dans tous les sens, il faut un boss qui contrôle. Et donc ça a démarré comme ça, mais on avait 0 idée de ce qu'on allait faire. Donc tu as eu l'équipe avant d'avoir l'idée. Oui, mais l'équipe, les gens n'ont pas démissionné tout de suite, puisqu'il n'y avait pas d'idée, à part 1 ou 2 qui n'avaient pas peur de démissionner et qui s'embêtaient, et avec lesquels on a élaboré l'idée. Mais l'idée, tout ce qu'on a, c'est on reste dans le secteur bancaire et puis on va chercher un produit existant parce qu'on n'a pas l'argent pour développer un produit. Et voilà. Alors, autre anecdote, donc le gars de la communication et du marketing était un des fondateurs qui s'appelle Dave White, australien, qui était encore à l'époque basé au Luxembourg, qui était un type formidable. Je lui ai dit, tu fais une brochure sur Odyssey. Et alors, il m'a dit, mais je mets quoi dedans? On n'a pas de produit, on n'a rien, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Tu mets nos valeurs. Et alors, il a fait une brochure que j'ai gardée, une allumette sur la couverture qui s'allumait, et on a fait toute la brochure sur nous sommes transparents, nous sommes honnêtes, nous sommes enthousiastes, et je ne me rappelle plus. Et on a fait une brochure là-dessus sur simplement comment on va travailler, sur la façon dont... Mais on n'a pas de produit, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va travailler sur le secteur bancaire. Et les premiers mois, on a été frappé aux portes des banques qu'on connaissait le mieux, autour de Luxembourg et à Luxembourg. Et voilà, est-ce que vous avez besoin de nos services? Vous nous connaissez du temps de notre... est-ce qu'on peut vous aider, etc. Donc on a été vendre notre temps sans produit, donc c'était vraiment une activité de service. Et les gens nous embauchaient, oui, tiens, vous pouvez... je dois faire le choix je cherche un produit dans tel domaine, vous pouvez nous aider à faire une liste, je dois embaucher pour nous aider à interviewer, etc. C'était des missions comme ça, temporaires. Et en parallèle, on cherchait un produit. Alors attends, je te pose 2 minutes parce que
Là, en l'espace de très peu de temps, tu as dit plein de choses super intéressantes qui notamment résonnent avec le paysage entrepreneurial actuel. Il y a notamment déjà une espèce de manière de dire les choses qui est fake it until you make it. Et là, largement, c'est ce que vous avez fait. Par ailleurs, il y a aussi un petit peu deux écoles qui s'affrontent dans le paysage actuel. C'est ceux qui considèrent que bon, c'est de l'esbrouf de dire qu'on a des valeurs et qu'on est très beau, on est très joli et qu'il faut délivrer à tout prix. Comment tu as réussi à trouver, à proposer ces valeurs à partir desquelles vous vendre alors que vous n'aviez pas de produit, pas de service défini? Alors, ça, c'était... Bon, il faut se mettre dans le contexte. Hein. On était 6. Et tous les 6, on avait l'habitude de travailler ensemble, puisqu'on venait du même employeur. Et donc, on avait forgé une façon de travailler. Et donc, on a élaboré ces 4 valeurs. La 4e, c'était professionnalisme, je vous rappelle. Et donc, il y a eu un consensus sur 4 valeurs assez rapidement. Et comme tu dis, ça a été très important, sans trop le savoir. Moi, je l'ai raconté en anecdote. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Je ne sais pas pourquoi un jour je lui ai dit il faudrait qu'on ait une brochure, parce qu'à l'époque, on n'était pas dans le monde digital, on travaillait encore en papier. C'était des brochures papier, c'était du papier glacé, les plus belles brochures possibles. On dépensait beaucoup d'argent à imprimer ce machin-là. Et on devait y mettre du contenu, mais comme je dis, donc nous, on n'a pu mettre que les valeurs parce qu'on n'avait rien d'autre. Les valeurs et ce qu'on avait fait, on avait chacun une petite biographie, etc., qui était derrière l'entreprise. Mais ça m'a énormément et involontairement servi parce que les 6 fondateurs dont je parle sont restés pendant les 15 ans de l'entreprise. On est restés unis du début à la fin de cette entreprise. Et ces valeurs de départ ont fait un tel ciment que on a construit une belle boîte, hein, parce que c'est devenu très gros. Autour de ces valeurs sont restées pratiquement les mêmes, on les a jamais changées. Alors parfois elles étaient un peu plus effacées, parfois elles revenaient au devant de la scène. C'est vrai, on peut gérer par valeur, parfois on est tellement dans le feu de la croissance qu'on y pense moins, etc. Mais ça a été la colonne vertébrale ou le fil rouge de la société du début à la fin. Souvent les valeurs, on les définit, on a un workshop et puis ça rentre dans un tiroir, et puis tout le monde s'en fout. C'est souvent comme ça qu'un projet valeur tourne. Et donc pour que ça vive, il faut le mettre dans les objectifs et sur lesquels on essaie de prendre des décisions. À partir du moment où on dit je veux être transparent, c'est pas seulement une valeur, ça influence les décisions. Quand voilà, par exemple, les salaires, est-ce que c'est confidentiel ou on annonce les salaires? Nous, à partir du moment où on jouait la transparence, on a joué sur la transparence, on a commencé à sortir des grilles de salaire, petite boîte, ça se faisait pas tellement, etc. Donc, on a essayé de jouer la transparence de A à Z. Donc, on essayait de prendre des décisions. Professionnalisme, nous, on était, si vous voulez, professionnel, pour nous, ça voulait dire le client est roi. C'est pas anecdotique de dire ça, hein, pour une start-up. Pour nous, ça voulait dire on est prêt, si le client est roi, on s'est trompé, on répare à nos frais. On discute même pas. Et c'est important parce que pour une petite boîte qui n'a pas beaucoup de trésorerie, ça nous a accompagnés du début à la fin et on nous l'a reproché aussi parfois parce que quand le client est roi, c'est lui aussi, on tombe un petit peu dans le travers dans une boîte de soft où c'est le client qui dicte la roadmap. Si le client est roi, il passe devant une vision propre de produit. Le client veut ça, on essaye de l'adapter dans un besoin générique, mais l'idée vient du client. Une roadmap interne, l'idée vient du CTO, du CPO, n'importe quoi, et puis on le présente au client. Ici, on faisait l'inverse. 80% de ce qu'on développait, l'idée venait des clients. Là, tu as été super riche d'enseignements sur ta propre expérience entrepreneuriale, tu as créé ta start-up, vous l'avez amenée jusqu'à sa propre vente. Comment est-ce que tu retranscris ce que tu as appris à cette époque de ta vie à tes investissements actuels, puisque tu es investisseur depuis maintenant 10 ans? Personnellement, j'ai appris énormément de choses. Il faut aussi se mettre... dans l'époque, il y a le 9/11, on commence en 85, en 95, 2001, 9/11. Mais en septembre. En septembre. Ensuite, avant ça, il y a eu les cracks boursiers avec la crise russe dans la fin des années 90. Oui.
Et 2007, le pompon, la crise des subprimes 2007-2008. Il faut se rendre compte que nous, on faisait que de la banque. Hein. Donc, et qu'est-ce qui s'est écroulé en 2007-2008 ? Le secteur bancaire. Et alors, il y a eu la bulle en 2000. Donc, nous, on a vraiment passé... on a monté une boîte dans des périodes qui a vécu des événements macroéconomiques, mais énormes. Hein. Donc, comme j'ai été CEO du début à la fin, j'ai passé des moments compliqués, mais toujours avec cette espèce de insouciance d'un enfant pratiquement, et qui est à mon avis le propre d'un fondateur, c'est qu'il faut une dose d'insouciance pour être entrepreneur, comme je le disais, une dose d'optimisme, une dose d'insouciance, un peu comme un enfant, en pensant que les choses vont toujours s'arranger et sans penser à l'échec. Alors parfois ça marche pas, mais ici ça a fonctionné. Et ce n'est que dans la crise de 2007-2008 où j'ai vraiment pris le coup. Un gros coup, parce que là, c'était tel que on est passé de 750 à 550 personnes en 3 mois. Hein. Donc, il y a 200 personnes qui ont dû quitter l'entreprise. Mais donc, j'en viens à la fin. Donc, on la vend en 2010. Donc, on sort de la crise, affaibli, mais pas trop mal. On a une offre. Tout le monde, les actionnaires, conseil d'administration acceptent. Et puis, je me dis, bon, j'ai 56 ans, j'adore travailler, j'ai encore du jus. Je dis, bon, j'ai une telle expérience, j'ai vécu tellement de trucs. Alors là, on est en plein dans la période des startups. Je vois beaucoup de jeunes autour de moi. J'adore travailler avec les jeunes. Je dis, bon, à mon tour de basculer du côté investisseur et là, et d'aider les jeunes entrepreneurs à démarrer. Et là, je me fixe 2 contraintes. C'est amusant parce que c'est toujours la même chose qui revient. Je me suis dit, maintenant, je fais que du software parce que je connais ça. Donc, je ne vais pas commencer à investir et coacher dans des trucs que je ne connais pas. Je fais que du software. Et la deuxième chose, je ne fais que de l'actif. C'est-à-dire que moi, ça ne m'intéresse pas d'être investisseur, voilà mon argent et puis je disparais. Moi, je te donne mon argent si je peux t'aider. Et si toi, tu peux m'amener aussi quelque chose. Et c'est la deuxième chose que je me suis fixée. La chose où je me suis complètement planté, c'est que ça a pris beaucoup plus de temps que je ne croyais. J'ai été complètement vite dépassé. Parce que faire de l'actif, moi qui voulais quand même je voulais plus faire d'opérationnel, 3e contrainte aussi, j'en avais fait assez. Donc c'est soit de la présidence du conseil d'administration, soit de l'administrateur de société. Ça prend un temps de fou, donc encore aujourd'hui 12. Donc on est en 2011, en 2021, je fais ça depuis 10 ans. Je suis full time, mais complètement full time. Mais j'adore aussi, j'ai eu 10 très belles années. Hein. Et alors, si je récapitule, là, ça fait 10 ans que tu es investisseur. Tu t'es fixé une ligne directrice vis-à-vis des personnes que tu coaches dans le cadre de tes responsabilités. Est-ce que tu peux me faire un petit tour d'horizon de ta thèse d'investissement, c'est-à-dire des entreprises dans lesquelles tu choisis d'investir ? Est-ce que tu as des spécialisations ? À part celle dont j'ai parlé tout à l'heure, donc à part que ça doit être une boîte de software, je fais tout secteur. Mon premier critère de décision, c'est la chimie avec le ou les fondateurs qui viennent me voir. Et si le courant passe bien, et ça se fait, c'est les 10 ou premières 15 minutes, hein, ça va très très vite. Hein. Je ne dis pas que c'est le seul critère, mais s'il n'y a pas une bonne chimie, et c'est dans les deux sens, hein, qui ne passe pas, le dossier ne marchera pas. Dans ce cas-là, je botte en touche et je dis, écoutez, non, je suis full, j'ai plus le temps. Maintenant, si vraiment il y a une bonne chimie, alors on passe au deuxième critère, qui est le secteur, le produit, la façon dont le dossier est défendu. Et là, je te fais revenir un instant sur ce que tu disais. Donc là, tu as mentionné le fait que tu as des prises de participation dans différents domaines. Un petit peu plus tôt dans notre conversation, tu mentionnais que toi, tu voulais absolument rester dans le secteur des SaaS en priorité, parce que tu étais familier de ce secteur. Mais alors, puisque tu es dans d'autres secteurs maintenant, comment est-ce que tu parviens à estimer le sérieux d'un projet dans une industrie que tu ne connais pas du tout, ou alors à te former pour bien aider les personnes auprès desquelles tu investis ? Parce que les critères de performance des business SaaS, il est pratiquement indépendant du secteur, c'est toujours les mêmes. Donc une boîte SaaS, qu'elle soit dans la santé ou dans une fintech, dans le secteur bancaire, on va retrouver les mêmes recettes. Donc c'est pas très très différent. Ce qui peut différer, c'est est-ce que c'est du B2B ou du B2C.
Est-ce que c'est une marketplace ou bien c'est vraiment un SaaS? On vend du software ou une marketplace comme Uber où il y a deux communautés et il y a un software au milieu, ce qu'on appelle une marketplace. Oui, là ça je fais aussi, hein, mais on retrouve un petit peu toutes les recettes, mais ça fait des différences. C'est intéressant de noter que selon toi, les éléments les plus distinctifs, c'est plutôt le modèle économique que l'industrie. Oui, c'est le modèle économique. Le modèle SaaS en lui-même. Et donc, pour boucler la boucle, tu n'as pas de prise de participation dans des entreprises qui feraient par exemple du hardware. Alors, je suis... oui, je peux pas dire non, je dis oui, mais c'est tout récent, ça date du mois de mai 2021. On m'a, par hasard, un dossier en Suisse, proposé donc de prendre la présidence d'une boîte qui va lancer la première dépanneuse de l'espace, ramasseuse de déchets, de débris et dépanneuse de satellites. On est venu, on a frappé à ma porte parce que j'étais connu dans le bassin du lac Léman, le bassin lémanique, pour avoir accompagné une boîte qui s'appelle Sofia Genetics jusqu'au Nasdaq. Et c'est par les avocats que c'est arrivé. J'ai zéro expérience dans l'espace. Depuis gosse, ça me passionne, mais à part ça, j'y connais rien. Alors ça, on sort du domaine du SaaS. Hein. Ça, c'est du software et du hardware. C'est plus du hardware que du software. Et donc là, je suis sorti de ma zone de confort, mais je prends un risque. Et voilà, j'ai accepté. Maintenant, combien de temps ça va durer, j'en sais rien, parce qu'à un moment donné, je vais arriver aux limites. Il faudra peut-être un président qui sache parler de l'espace. Bon, ce ne sera pas moi. Est-ce que tu peux mentionner de quelle entreprise il s'agit? Tu m'as intrigué. Ah oui, non, il s'agit de ClearSpace. Donc, c'est une start-up qui est ce qu'on appelle une spin-off. Donc, en français... un projet dérivé? Oui, ou un projet dérivé de l'école polytechnique l'EPFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui est l'équivalent de Polytechnique France. J'ai noté que tu mentionnais l'hypothèse qu'à un moment donné, il allait être une bonne chose que tu cèdes la place pour ClearSpace à quelqu'un de plus expert dans le domaine en lui-même. À quel moment tu situes que c'est nécessaire de laisser la place à un spécialiste? C'est très naturel. On le sent. Il ne faut pas oublier qu'il y a la paire CEO et président du conseil. Cette paire, pour moi, elle est cruciale et c'est vraiment une composante importante du succès d'une entreprise. C'est deux profils très différents. Souvent, le président, c'est quelqu'un de plus âgé, plus expérimenté. Le CEO, les CEO avec qui je travaille, ils ont entre 22 et 45 ans. Mais cette paire doit bien fonctionner. À un moment donné, cette paire, c'est soit le président, soit le CEO qui le sent. Et ça m'est arrivé chez Sofia Genetics, dont on a touché un mot. Je suis belge, européen. La boîte Sofia Genetics envisage de rentrer en bourse au Nasdaq. C'est très simple. Pour entrer au Nasdaq, il faut un président américain, il faut quelqu'un qui soit connu, si possible, qui soit connu là-bas. Tout de suite, très vite avec le CEO, j'ai dit, écoute, on cherche un président, un américain. Et moi, et c'est toi qui décides. Moi, je ne veux absolument pas dans le chemin. Ou bien je reste comme administrateur et je fais la transition avec lui. Et une fois qu'elle passe en bourse, je pars. Dans une boîte cotée, j'ai plus rien à y faire. Dans l'espace, à mon avis, dans ClearSpace, ça va se passer à peu près comme ça, parce que c'est une boîte qui va avoir une composante américaine. Par définition, on ne peut pas monter une boîte spatiale 100% européenne. C'est presque impossible. L'espace, c'est encore... les États-Unis énormément qui contrôlent le domaine. Donc il faut se rapprocher de la NASA, etc. Donc elle va avoir une dimension américaine. À un moment donné, je suis sûr qu'il va falloir faire la place à un autre président et donc je deviendrai administrateur. Donc, c'est naturel. Hein. J'entends encore une fois que tu laisses une grande place à ton instinct. Jusqu'ici, ça t'a plutôt profité. On a notamment un petit peu balayé la variété de tes investissements. Entre une entreprise comme ClearSpace, tes autres investissements dans d'autres domaines et puis Sofia Genetics sur lequel on vient de revenir, est-ce qu'il y a une constante? Est-ce que dans la manière dont tu vas interagir avec les fondateurs, dans la valeur que tu vas partager avec eux, il y a des points communs et est-ce que tu peux nous en parler? Alors, les jeunes fondateurs d'entreprises, la chose qu'ils ne savent en général pas faire,
qu'on n'apprend pas de nouveau à l'université, c'est lever des fonds. Lever des fonds, c'est compliqué, ça demande de l'expérience, ça demande un réseau. Et souvent, ces jeunes entrepreneurs, franchement, ne savent pas comment faire, ne savent pas qui approcher. Et s'ils ne font pas attention, donc ils se font, le terme va être fort, mais ils peuvent se faire un petit peu abuser par les premiers actionnaires qui vont les diluer trop, qui vont leur mettre des packs d'actionnaires terriblement contraignants et quelque part qui mettent le péril de l'entreprise à risque parce qu'on part sur des mauvaises bases. Et donc, c'est là où j'interviens. Je dis attention, il faut lever correctement avec des gens qui respectent les fondateurs et qui savent très bien comment l'histoire va se dérouler. Donc, ma première valeur ajoutée, à mon avis, et je le dis après 10 ans d'expérience, c'est aider les jeunes entrepreneurs à lever des fonds. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est monter de la gouvernance, monter un conseil d'administration. Je ne sais pas non plus comment faire, on n'apprend pas ça. Donc, s'entourer correctement au niveau d'un conseil d'administration, mettre des règles d'organisation en place pour qu'on soit irréprochable. Méthode comptable, justement, pacte d'actionnaires, pouvoir de signature, faire appel à des auditeurs, etc. Tout ça, les fondateurs sont relativement paumés. Et ensuite, il y a tout ce qui concerne les aider à élaborer, à communiquer une vision, une stratégie. Ils ont tous une vision, une stratégie. Mais une start-up, ça se joue beaucoup sur la qualité de communiquer. Hein. Il peut avoir une superbe idée, mais ils en parlent tellement mal qu'il n'y a personne qui y croit. Et donc ça, c'est les aider à communiquer, les aider à élaborer leur vision. Je dirais c'est le 3e domaine. Et le 4e, c'est souvent l'organisation. Comment gérer du personnel, comment bien embaucher, comment se séparer, détecter de la mauvaise performance, attirer l'attention sur des indicateurs de performance qui ne sont pas bons, le reporting d'entreprise, etc. Donc, c'est mettre toutes les bases pour que la start-up devienne attirante pour des investisseurs futurs. C'est là où je les aide. Eux, ils ont une vision très claire de ce qu'ils veulent faire. Comment le faire, ils sont moins aguerris souvent. On arrive bientôt à la fin de notre entretien. Est-ce que, fort de ces 10 années d'expérience en tant qu'entrepreneur full-time, tu pourrais mentionner peut-être ton top 3 des conseils à destination des entrepreneurs qui nous écoutent pour être justement bien valorisés lors de leur prochaine levée de fonds? Les top 3 qualités pour bien lever des fonds, c'est d'être d'abord extrêmement enthousiaste et optimiste. Donc bullish, hein, comme les Anglais disent. Ça, c'est très important. S'il y a quelqu'un qui se présente d'un investisseur avec une tête jusque par terre et un visage fermé, il a zéro chance. Donc bullish, un peu audacieux. Bullish, audacieux, souriant et y croire à fond. Ensuite, 2e conseil, être succinct, clair, pas bullshiter, j'utilise des termes franglais, c'est pas très bien. On dit des vraies choses. Donc, il faut qu'il soit transparent et honnête. Et ça va payer. Et peut-être un petit dernier conseil. Et un dernier conseil, d'y aller, de ne pas avoir peur et de lever beaucoup plus que ce dont il a besoin. Et puis, on verra bien, il va se faire baisser, il va se faire prendre à la baisse. Mais y aller au bluffer sur les montants dont il a besoin. Je crois que c'est un très beau mot de la fin pour nos questions principales. Je saute les 2 pieds joints dans nos questions traditionnelles de fin. Est-ce que tu es prêt? Oui. Est-ce que tu as eu un mentor dans ta vie? Oui, j'en ai eu plusieurs, mais oui, il y a certainement des gens qui m'ont beaucoup frappé dans ma carrière, que j'ai beaucoup admiré. Je voudrais dire aussi, peut-être en passant aussi, que ma femme m'a beaucoup aidé. Franchement, c'est très, très important d'avoir une partenaire qui participe à l'aventure parce que il faut pas se tromper. Monter une start-up, c'est jour et nuit et on fait passer la start-up avant la vie familiale. Hein. Le créateur d'une entreprise qui parvient à faire passer et équilibrer sa vie familiale avec sa start-up, moi j'y crois qu'à moitié, j'en ai jamais vu. Et donc ça demande beaucoup de sacrifices de l'entrepreneur et de la famille. Et donc il faut que le partenaire ou l'époux, l'épouse soient complètement alignés. Moi, ma femme l'a été et je peux vous garantir, je peux vous dire qu'elle a beaucoup souffert de ça parce qu'elle a dû faire un petit peu un sacrifice sur son boulot à elle. Quelque part, bon, on s'est fait aider, on est arrivé.
Et alors, il faut aussi être exposé à ce que les enfants, quand ils ont 18-20 ans, papa, quand on était petit, on t'a jamais vu. Hein. Moi, j'ai ce genre de commentaires, on te voyait peu. Bon, c'est pas très agréable à entendre. Et donc maintenant, il faut un petit peu rattraper ce temps-là et donner du temps qualitatif. C'est pas nécessairement de la quantité, mais il faut un petit peu rattraper ça. Mais l'entrepreneur qui commence sa boîte, il s'expose sur ce genre de commentaires et il doit s'assurer que sa partenaire est complètement aligné avec lui. Donc, mon premier mentor, c'est pas tout à fait peut-être un mentor, mais accompagnateur, c'est la famille et c'est particulièrement le partenaire. Et pour passer à la deuxième question rituelle, est-ce que tu as une potion magique ? Est-ce que tu as quelque chose qui t'aide à être productif dans ton quotidien ? Je vais pas répondre. Pour moi, c'est le sport. Donc, c'est l'équilibre professionnel et sport. Moi, sans le sport, j'y serais pas arrivé. Et essayer quand même de garder du temps de famille, mais en sachant qu'il va y avoir du sacrifice. Donc, ça aussi, je crois que c'est compliqué de montrer une start-up si on ne fait que ça comme passion ou comme passe-temps. Je crois que c'est vraiment pas bien parti non plus. Il faut des échappatoires, il faut des passions un petit peu à côté, même si c'est 10 ou 20% du temps. Et moi, c'était le sport et la famille. Dernière question du podcast, dernière question tout court. Quelle est la morale de ton histoire, Antoine ? La morale de mon histoire, c'est probablement l'optimisme et l'enthousiasme à travers tout, quels que soient les événements. Y croire, continuer à y croire et s'amuser. Ce sont d'excellentissimes mots de la fin. Merci d'avoir participé à cet enregistrement et merci d'avoir été si généreux en enseignement. Au revoir Antoine. Au revoir, merci beaucoup à vous aussi. Once Upon a Business est une production Emasphère, solution SaaS d'analyse et de prévision pour financiers. Pour nous aider à faire grandir le podcast et continuer d'inviter des profils inspirants, laissez une note 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. Et suivez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer de nos contenus inédits. Once Upon a Business a été monté, réalisé et produit par Rumeur Podcast.